Alors, le premier idéal type, c'est ménager l'acceptabilité d'une activité productive dans un espace convoité. Donc là, ça va être beaucoup plus représenté, je l'ai davantage trouvé en Flandre intérieure. Qu'est-ce qui caractérise ces exploitations? Elles ont peu de marge d'action sur leurs pratiques et sur la dynamique agro-industrielle dans laquelle elles se trouvent. C'est-à-dire qu'on va trouver par exemple beaucoup de contrats directs avec McCain ou avec Bonduelle, où l'agriculteur ne définit même pas lui-même son itinéraire de production. Donc, il y a assez peu de marge d'action de ce point de vue-là. On est plutôt sur des logiques individuelles, finalement, d'adaptation à un système de contraintes sociales et spatiales. Donc, si, par exemple, une exploitation se trouve vraiment en frontière de village, avec une production de pommes de terre en contrat de filière avec McCain ou directement avec l'Espagne sur des choses plutôt intensives, eh bien, on va être plutôt dans de la négociation de proximité, comment est-ce qu'on fait pour que mon activité productive, elle puisse rester acceptable. Finalement, on serait presque dans le même contexte que si une industrie était amenée à négocier sa place dans l'espace. On va plutôt voir mobiliser soit un registre d'action défensif ou un registre de négociation-communication. Je vous prends l'exemple là de la photo. C'est un agriculteur, producteur de porc. Vous voyez qu'il est en train de construire une nouvelle porcherie. Donc là, il y avait un gros enjeu de faire valoir en fait son projet. Donc il a organisé des visites pour montrer en fait la production porcine. Et puis il a aussi mis en place une haie paysagère. Donc voilà, on ménage le compromis et l'acceptabilité de son activité sur l'espace. Voilà ce qu'il qualifie. Par contre, ce qui se passe, ou ce qui se passait, je ne sais pas, on était encore sur des exploitations familiales, à capitaux familial, de gens qui habitaient le territoire. Et donc, on reste aussi, finalement, sur des entreprises familiales qui sont à même de réorienter leur trajectoire ou de requalifier leurs projets, leur potentiel par rapport à des opportunités locales. Et il y en a de multiples, changement de génération, ou bien finalement on cherche à installer une personne en plus, etc. Puis on requalifie, on se dit tiens, je suis à côté d'une route très passante, je peux avoir un véritable potentiel pour installer un magasin de producteurs, etc. Donc voilà un petit peu ce premier idéal type. Deuxième idéal type, le territoire est mobilisé comme instance stratégique pour pérenniser une dynamique agricole. Donc là, ça mobilise de l'action collective qui, notamment un collectif agricole, qui va chercher à jouer un rôle de médiation entre, d'un côté, les enjeux territoriaux, donc la gestion du bassin versant et les préoccupations nitrates, phyto. D'un autre côté, le rapport à la filière, donc des gens qui vont s'impliquer, par exemple être administrateurs dans les coopératives laitières ou d'autres choses, pour en même temps voir ce qui s'y dit et voir comment les intérêts du territoire sont aussi, des agriculteurs du territoire sont aussi portés au niveau de la filière, pour pérenniser une dynamique productive. De ce point de vue, il peut y avoir des compromis entre les agriculteurs et les collectivités, que ce soit sur les pratiques, l'accès au marché ou les soutiens aux investissements. Je vous ai montré l'exemple de la Halovo. Et là, le territoire, en fait, d'abord, il ne s'oppose pas à la dynamique sectorielle, c'est-à-dire que c'est le collectif agricole qui joue un rôle de médiation entre les deux, entre ce qui se joue au niveau de la filière, ce qui se joue au niveau des territoires. Mais c'est aussi, néanmoins, un moteur d'évolution de la dynamique. Et le troisième idéal type, il va être caractérisé autour des exploitations qui vont être, on va dire, diversifiées, qui ont développé de la vente directe, etc. Ce qui caractérisait ces exploitations, c'est qu'on était dans des logiques de combinaison, dans la plupart des cas que j'ai pu étudier, entre des logiques sectorielles et une logique territoriale, avec souvent 2 systèmes d'activité dans l'exploitation, 2 ou plus d'ailleurs. Donc là, le principal déterminant, c'est d'abord les trajectoires individuelles, familiales, et puis on voit une requalification du projet de l'exploitation par rapport aux dynamiques touristiques, aux dynamiques résidentielles. C'est-à-dire qu'on reperçoit autrement, on fait une autre lecture du territoire et des ressources potentielles
autour d'un nouveau projet d'activité. L'inscription dans une dynamique collective territorialisée, ça ne se fait pas toujours. En Flandre en particulier, on voyait beaucoup plus à l'œuvre les logiques concurrentielles entre ces exploitations en vente directe que les logiques partenariales. Parce que, à un moment, on est aussi concurrent sur l'accès à une même clientèle. Mais on voit que parfois, c'est pas forcément explicité. C'est-à-dire que là, j'ai indiqué un panneau, ferme Crépin. Donc, il y a beaucoup d'éléments identitaires et territoriaux qui sont mobilisés. Fromage de Berg, pavé de Méris, etc. Donc, des éléments, nom de village, tout ça. Ça participe à la dynamique du territoire, parce qu'on crée des fromages locaux, oui, ça fait venir les gens, mais en fait, personne ne le dit, et cet agriculteur, il n'est pas pour autant impliqué, de dire, on veut valoriser l'image du territoire. Enfin, lui, il le fait pour son activité, et dans le même temps, ça participe à la dynamique touristique. Et puis, pour une partie de ces agriculteurs-là, ils se rattachent aussi à des réseaux qui sont hors du territoire, qui peuvent être parfois urbains, qui peuvent être des réseaux plutôt fondés sur l'adhésion à des valeurs partagées. Alors, ça peut être autour de l'agriculture biologique, mais ça peut être des réseaux militants autour de formes d'agriculture alternative. Donc là, on va les voir ancrés dans des espaces beaucoup plus larges, souvent liés aux villes avoisinantes qui ont... Alors, les déterminants de cette mise en tension des modèles sont pluriels. Il y a les déterminants technologiques, c'est-à-dire que dans le même temps, on va vous parler de robotisation et de développement de la permaculture. Il y a des déterminants financiers, alors avec un développement de formes de financement participatif qui de plus en plus rentrent en jeu aussi sur des financements de projets agricoles. Et dans le même temps, introduction de plus en plus de capitaux financiers en agriculture. Les déterminants sont techniques et logistiques, donc avec des enjeux forts en termes d'organisation des exploitations, d'organisation des filières également. Et évidemment, ils sont politiques. Ils sont politiques, il n'y a pas de choix politique assumé aujourd'hui entre ces deux modèles. Alors, il n'y a pas non plus de dualité politique, hein. Le ministère de l'Agriculture reste sous un seul chapeau, mais il n'y a pas de choix politique assumé, c'est-à-dire que quelque part, il y a des appuis politiques aux deux types de systèmes. Après, 75% des aides de la politique agricole sont encore proportionnelles aux hectares. On peut dégager trois grandes échelles où, en tant qu'individu, en tant qu'individu plus spécifiquement même en tant qu'agriculteur, où vous êtes acteur, habitant, à travers vos activités. Donc, il y a d'une part le territoire local où se jouent ces liens de proximité, où se joue la résolution des enjeux, des problématiques environnementales qui sont nécessairement locales. Et puis, c'est un territoire habité. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour ce territoire habité ? Ce deuxième niveau territorial, qui est le territoire région, mais région au sens large, territoire d'organisation des filières, et là c'est spécifié régional, mais ça serait même, ça pourrait être organisation des filières tout court, la relation à la ville et le rapport à des politiques d'aménagement et de développement des territoires avec des stratégies plus intégrées à ces échelles-là, la région s'affirmant de plus en plus comme l'échelon auquel se dessinent les grandes orientations stratégiques. Et enfin le territoire monde, avec différentes questions, marché des matières premières, les enjeux géopolitiques, et aussi la question du changement climatique et la question des migrations, dont on ne peut pas complètement, qui est partie prenante en fait de cette question de l'agriculture et de l'alimentation au niveau mondial. Donc, en tant qu'individu, on est entre tout ça, on est dans tout ça. De plus en plus, on n'est pas
des individus, enfin ce qu'en disent les géographes, on n'est pas des individus territoriaux, on est interterritoriaux. Donc comment on réfléchit aussi à notre interterritorialité du point de vue de ces échelles. Alors la réflexion sur l'interterritorialité, c'est aussi entre les différents endroits où on vit, où on travaille, ou ceci. Voilà.